Voilà, nous avons la chance de le recevoir ici à la salle des Essarts, où nous recevons aussi, également toujours lié à cette thématique, une exposition donc, organisée en partenariat avec le Cercle royal de photographie de Charleroi et le Centre de culture scientifique. Donc on voit toute une série de photos au mur. Je vous invite à aller parcourir l'exposition, à regarder un peu ça avec attention, qui donne un peu une autre perception de Charleroi. Donc Charleroi n'est pas seulement le pays noir, Charleroi aussi est un pays en train de verdir, notamment sur les terrils, et c'est aussi un pays où il y a plein d'innovations technologiques pour essayer de penser un futur meilleur. Donc il y a toute une série de photos qui peuvent vous faire réfléchir sur ces thématiques, et aussi toute une série de petites expériences scientifiques sur le sujet. Donc je vous invite à la fin de la conférence à vous balader un peu dans l'exposition pour regarder un peu tout ça. Sur ce, je vais donner la parole à Sébastien Doutreloup qui va exposer donc sa conférence pendant 1 heure à peu près. Ensuite, on aura un peu le temps de discuter et il y aura un verre offert à la fin de la conférence. Voilà, nous t'écoutons. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc je suis ici effectivement pour vous parler de climat, de savoir où on se situe au niveau du climat et de savoir où on va, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique et c'est quoi justement ce réchauffement climatique dont on parle tant. Alors d'abord un petit peu d'histoire pour vous dire que le climat a toujours varié. Et donc si on regarde ici par exemple la température où on remonte jusqu'à 500 millions d'années, donc la partie en jaune jusqu'à aujourd'hui ici de ce côté-ci du graphique, on voit que le climat a parfois été beaucoup plus chaud qu'à l'heure actuelle. Si on prend le début, il y a 500 millions d'années, on était 14 degrés plus chaud qu'à l'heure actuelle. Jusqu'à la période plus récente, c'est-à-dire il y a 20 000 ans, où on était plus ou moins 10 degrés en dessous de la moyenne actuelle. Mais toutes ces périodes ne sont pas tout à fait comparables parce qu'il y a 500 millions d'années, les continents n'étaient pas du tout positionnés de la même manière qu'à l'heure actuelle. Donc la circulation atmosphérique, la circulation océanique n'était pas du tout la même et donc on ne peut pas comparer le climat entre maintenant et cette époque-là. Mais par contre, l'époque actuelle, ici, donc toute la courbe en bleu, c'est une période comparable. Et on voit que même dans cette période comparable, il y a eu des périodes plus chaudes et des périodes plus froides. Et je vais faire un zoom dessus. Donc voici, il y a 250 millions d'années, et là tout au bout du graphique, et aujourd'hui on est de ce côté-ci. Eh bien on voit que même sur la période récente, on a des fluctuations du climat qui sont relativement importantes, avec des périodes où la Terre avait plus chaud qu'à l'heure actuelle, donc on était autour de 17 voire 19 degrés en moyenne sur Terre, alors que pour le moment on est à 15 degrés. Donc vous voyez qu'on a 4 degrés en plus. Et des périodes où il a fait plus froid, où la Terre était en période de glaciation et où on avait de l'ordre de 5 à 6 degrés de température sur l'échelle de la Terre comparativement à maintenant où on est à 15 degrés. Donc vous voyez que là, le climat a fortement fluctué. On va faire un petit zoom et un petit calcul et on va prendre cette partie ici, donc le dernier grand réchauffement qu'on peut qualifier de naturel, et je vais faire un zoom sur cette partie ici du graphique, donc vraiment le dernier réchauffement en date. Et si on fait le petit calcul, on constate que la vitesse de réchauffement de ce dernier grand pic, en fait, c'est de 1 degré tous les 1000 ans. Donc tous les 1000 ans, la Terre se réchauffe en moyenne de 1 degré. Et ça, on a vu ce pic-là entre le dernier maximum glaciaire, il y a 24 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'on est dans une élévation constante comme ça de la température. Maintenant, on va faire le même exercice, mais sur le réchauffement actuel, que l'on mesure actuellement, c'est-à-dire la petite courbe en crosse là au-dessus. Je n'ai pas de pointeur, donc si je prends la souris ici, donc c'est vraiment cette partie ici qui est vraiment le réchauffement que l'on observe sur les dernières années. Et là, on refait notre petit calcul et on voit que la vitesse de réchauffement de cette dernière période, celle qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est 1 degré en 100 ans. Et donc, si je reprends par rapport à la dernière vitesse ici, 1 degré en 1000 ans,
par rapport au réchauffement que l'on connaît ici à l'heure actuelle, 1 degré en 100 ans, ça veut dire que le réchauffement que l'on connaît maintenant est 10 fois plus rapide que le réchauffement naturel du passé. Donc ça vous donne déjà un ordre de grandeur justement pour pouvoir comparer et voir qu'on est vraiment dans une période de réchauffement intense. Or, quelles sont les causes de réchauffement? Alors, dans tout le passé, donc toute la fluctuation que vous avez vue ici sur le graphique avant, c'est évidemment des causes naturelles. L'homme n'était pas du tout, pour certaines périodes, présent sur Terre, et même s'il était présent, ce n'est pas les hommes des cavernes qui ont fait des fluctuations du climat. Donc, il y a effectivement des causes naturelles de réchauffement. Alors, la cause majeure, c'est les cycles de Milankovitch. Alors, ces cycles de Milankovitch, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les paramètres orbitaux de la Terre. Donc, la Terre n'est pas toujours à la même position sur l'orbite terrestre. Et je vous fais le truc de manière simple. Des fois, la Terre est plus loin du Soleil et donc elle perçoit moins d'énergie, il fait donc plus froid. Et des fois, la Terre est plus proche du Soleil, elle perçoit donc plus d'énergie et donc il fait plus chaud. Et donc rien que ça explique déjà 60 à 70% des variations naturelles du climat. Mais vous imaginez bien que l'orbite terrestre ne varie pas sur 100 ans. Ça varie sur des échelles astronomiques, du coup, c'est le cas de le dire. Et donc c'est des cycles de 40 000 ans, de 120 000 ans, ça dépend le cycle que l'on observe, mais donc ce n'est pas sur 100 ans que l'orbite va changer. Puis alors, il y a d'autres causes naturelles que sont, par exemple, les volcans qui vont émettre à la fois des suies dans l'atmosphère qui vont refroidir le climat. Pourquoi? Parce que les suies vont jouer un rôle de parasol, si vous voulez, donc vont empêcher les rayons du soleil d'arriver sur Terre. Et les volcans vont aussi émettre des gaz à effet de serre qui vont, on va en reparler juste après, augmenter la température sur Terre. Et puis alors, il y a l'activité solaire aussi qui explique une part des réchauffements et des refroidissements du passé. Donc le Soleil n'émet pas toujours la même quantité de rayonnement. S'il en émet plus, il va faire plus chaud sur Terre. S'il en émet moins, il fait plus froid sur Terre. Donc ça, c'est vraiment les grandes catégories naturelles de réchauffement ou de refroidissement. Et puis alors à ça, depuis la révolution industrielle, c'est venu greffer les activités de l'homme, donc les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, où là, on est allé puiser dans les énergies fossiles, donc du gaz, du charbon et du pétrole, du carbone qu'on brûle et qu'on émet dans l'atmosphère sous forme de CO2 notamment, et qui participe justement au réchauffement anormal du climat que l'on est en train de connaître à l'heure actuelle. Puis alors, il y a aussi tout ce qui est des changements d'occupation et de la dégradation des sols. Donc, par exemple, le fait d'arracher ou de couper tous les arbres en Amazonie, ça permet à l'atmosphère, ou en tout cas à la végétation, de capter moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc ça participe indirectement au réchauffement aussi, parce que si on a moins... Vous regardez vous vous souvenez du film La Zizanie avec De Funès, vous voyez les grosses machines qui absorbent les gaz pollués, les arbres ils font un peu la même chose avec le CO2, ils absorbent le CO2, ils le stockent dans les troncs, dans les branches, dans les feuilles, et ce CO2 quitte l'atmosphère et donc on diminue l'effet de serre. Mais si on rase tous les arbres de l'Amazonie, évidemment, ces gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère et participent à l'augmentation de température. Et puis alors il y a aussi différents autres... éléments qui vont participer au réchauffement anthropique, comme les traînées de condensation, par exemple. Et donc là, quand on fait vraiment la part des choses, on voit justement que la part de réchauffement actuel et naturel, c'est de l'ordre de 1/10 de degré sur 100 ans, alors que la part liée aux émissions humaines, c'est 1 degré sur les 100 dernières années. Et donc on retrouve ici le facteur qui est 10 fois plus rapide, parce qu'on a des émissions liées à l'homme. Alors, une des questions que les scientifiques se sont posées depuis assez longtemps, depuis quelques décennies, c'est sommes-nous vraiment sûrs que ce sont les activités humaines qui sont responsables du réchauffement climatique? Alors, les différents rapports du GIEC se sont penchés sur cette question et sont parvenus, je vous spoil déjà le résultat, c'est que depuis le dernier rapport du GIEC qui est sorti en 2021, le grand message clé de ce rapport-là, c'est que maintenant, il est clair et indubitable que les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est ça qui est intéressant à analyser. C'est que le GIEC a donc émis 6 rapports depuis sa création. Et le premier rapport de 1990 disait que rien ne permet d'affirmer que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Et donc la science a dû travailler, etc., pour parvenir à régler ce problème-là. Et vous voyez que déjà, dans le deuxième rapport en 1995, le rôle de l'homme est discernable dans le réchauffement climatique. Et puis alors, à partir de 2007, il est de plus en plus certain. On voit en 2007 très probable, en 2013 extrêmement probable, et le dernier rapport, il est sans équivoque. Donc maintenant, on ne peut même plus douter que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Et vous voyez que ça a mis un certain temps pour parvenir à ces conclusions-là. Alors je vous montre l'expérience, justement, c'est la partie la plus compliquée de l'exposé. Soyez attentifs. Je vous montre l'expérience qui a permis justement de déterminer, d'arriver à cette conclusion-là. Vous voyez ici en noir, on a pris vraiment tous les thermomètres du monde entier, on en a fait une moyenne, et on voit l'évolution de la température terrestre depuis 1860 jusque maintenant, jusque 2015. Le graphique s'arrête en 2015. Et donc vous voyez que de 1860 jusqu'à 1940, la température était relativement stable, et puis elle a eu 2 seuils comme ça d'augmentation. Ça, c'est vraiment ce que l'on a remarqué dans les observations. C'est vraiment ce qu'on a enregistré. À côté de cette courbe noire, vous voyez une courbe rouge et une courbe bleue. Les courbes rouges et courbes bleues, c'est des modélisations de la température mondiale. C'est-à-dire qu'on va prendre un gros ordinateur, on va lui dire « calcule-moi la température moyenne dans le monde ». Dans un premier temps, c'est la première expérience ici, tu ne vas me calculer la température du monde qu'avec les causes naturelles. Donc ce que je vous ai dit juste avant, les paramètres astronomiques, le volcanisme, les émissions de cendres et de suie, etc. Et l'activité solaire et toute une série d'autres paramètres naturels. Et on dit à l'ordinateur, simule-moi maintenant la température qu'il fait sur Terre. Et il va nous la simuler. Et la température simulée, c'est les courbes rouges et bleues ici. Et donc, on demande à l'ordinateur de nous calculer la température dans le monde, et il nous calcule donc, et il nous montre ces courbes rouges et bleues. Et on voit que jusqu'en 1940, on parvient quand même à bien représenter l'évolution observée des températures, parce qu'on voit que les courbes noires, rouges et bleues se mélangent. Par contre, après 1950, le programme informatique il ne parvient plus du tout à représenter les températures observées. Donc, il manque quelque chose. Donc, on a refait l'expérience, et dans cette deuxième expérience, on va mettre à la fois les causes naturelles de réchauffement et les causes anthropiques liées aux activités humaines. On relance l'ordinateur avec ces 2 causes-là, et là, vous voyez que les courbes rouges et bleues collent presque parfaitement à la température observée sur Terre. Donc, ça veut dire que sans l'ajout des activités humaines, on ne parvient pas à expliquer le réchauffement que l'on observe à l'heure actuelle sur Terre. Et donc c'est à partir de cette expérience-là qu'on est parvenu à cette conclusion qu'il est clair et indubitable que les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique. Alors maintenant qu'on sait que ça se réchauffe, jusqu'à quelle température allons-nous nous réchauffer ? Et donc c'est la deuxième grande question. Or, comme par définition le futur est incertain, on va émettre toute une série de scénarios. Comme on sait, comme on vient de le voir, que l'évolution de la température est liée étroitement aux émissions de gaz à effet de serre, on va émettre des scénarios socio-économiques d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fonction de la démographie qu'il pourrait y avoir dans le futur, en fonction des décisions prises par les politiques qu'il peut y avoir dans le futur, on a défini 5 scénarios. Un scénario en bleu de très basses et de basses émissions de gaz à effet de serre, un scénario intermédiaire, un scénario d'émissions élevées et un scénario d'émissions très élevées. Alors je vous dis déjà, deuxième spoil de la soirée, très basses et basses, c'est impossible qu'on y parvienne. Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu diminuer nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2020. Or, depuis 2020, elles n'ont fait qu'augmenter. Donc ces 2 scénarios-là, très basses et basses, c'est purement des scénarios théoriques.
C'est juste pour que vous le sachiez, parce que par après, on va quand même voir différentes choses avec ces scénarios-là. Le scénario intermédiaire, c'est plutôt le scénario sur lequel on se trouverait si on respectait tous les accords de Glasgow qui ont eu lieu en 2021. Et puis scénario élevé et très élevé, c'est vraiment si on continue d'utiliser les énergies fossiles à plein pot. Et donc là, on part vers des émissions considérables. Donc maintenant qu'on connaît ces scénarios-là, qu'on a défini ces scénarios-là, ben, on reprend ces scénarios-là et on les injecte de nouveau dans notre programme qui va calculer l'évolution de la température sur Terre. Et voici les courbes que l'ordinateur va nous donner. Donc on voit de nouveau en noir les observations, et puis alors en couleur ben, les différentes températures projetées avec les différents scénarios que je vous ai présentés juste avant. Et donc on voit que même avec nos deux scénarios théoriques de très basses et basses émissions de gaz à effet de serre, on voit que la température, le réchauffement, se matérialise quand même jusqu'à 1,5 degré, et 1,5 et 2 degrés de réchauffement. Donc même si on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, si on aurait diminué nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2020, on aurait quand même un réchauffement de 2 degrés pour la fin du siècle. On n'y est pas. Je vous ai dit, c'est un scénario théorique. Donc maintenant, on est presque sûr qu'on va dépasser les 2 degrés. Donc est-ce qu'on sera sur le scénario intermédiaire? On peut toujours le croire à l'heure actuelle. Personnellement, je suis un peu plus sceptique. On va être plutôt sur des scénarios élevés, voire très élevés de réchauffement. Et donc, à l'échelle de la planète, plutôt de l'ordre de 4 à 5 degrés de réchauffement pour la fin du siècle, comparativement à 1850-1900. Et donc, si vous reprenez la vitesse de réchauffement, le calcul que j'ai fait ici tout au début, vous vous souvenez, 1 degré de réchauffement naturel pour 1000 ans. Dans les observations à l'heure actuelle, on est à 1 degré pour 100 ans, donc on est 10 fois plus rapide. Mais avec du 4 ou du 5 degrés pour 2100, on accélère encore le truc. Et donc, on est 40 à 50 fois plus rapide sur le siècle à venir au niveau du réchauffement climatique. Et donc là, on sort complètement du cycle naturel, si vous voulez. Et donc, toute la biodiversité, tout notre environnement, en réalité, ne va pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir s'adapter à un tel réchauffement. Et c'est là vraiment qu'est tout le problème, et c'est pour ça qu'il y a une urgence climatique. Et on va voir même qu'elle est même probablement plus urgente encore que ce que ne montrent ces courbes-ci. Alors, quelles sont les conséquences? Je vais brosser très vite les conséquences dans le monde et en Europe pour venir sur les conséquences plutôt en Belgique après. Et donc, les conséquences dans le monde, la première des conséquences, en tout cas, celle qui est le plus visible depuis des décennies, c'est la fonte des glaciers. Et d'ailleurs, en climatologie, on considère souvent les glaciers comme le thermomètre naturel de la Terre, parce que c'est eux qui réagissent le plus vite aux élévations de température du climat. Et donc, on voit par exemple ici, sur le Groenland, qui fond vraiment irrémédiablement. On le voit aussi dans les Alpes, vous voyez les deux photos derrière. La première photo, c'est au début du siècle dernier, vers 1905-1906. Et la photo juste en dessous, en couleur, c'est la mer de glace autour des années 2015, je crois. Et donc vous voyez que le glacier, au début du siècle, arrivait bien en deçà du refuge, alors que le glacier, vers 2010, je pense, a reculé vraiment tout au bout. Et maintenant, si vous allez au même panorama dans les Alpes, vous ne voyez même plus le glacier. Il est vraiment remonté dans sa plus haute partie. Donc toutes ces glaces, qu'elles soient continentales sur les montagnes ou continentales sur les calottes polaires, ici je vous montre le Groenland, mais il y a aussi l'Antarctique, toutes ces glaces qui fondent, qu'est-ce qu'elles font? Elles ruissellent et elles vont dans les mers et les océans. Donc deuxième conséquence, après la fonte des glaciers, vous avez une augmentation du niveau des mers. Et c'est ce qu'on voit aussi depuis le siècle dernier, où en moyenne sur Terre, un peu partout sur Terre, on a augmenté de 20 cm le niveau des mers. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même chose entre les différentes régions, c'est vraiment une moyenne mondiale, donc c'est de l'ordre de 20 cm. C'est la deuxième conséquence. La troisième conséquence, si le niveau de la mer augmente, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines terres qui se font complètement inonder par la mer et les océans.
Et c'est le troisième élément ici, la carte. On voit toutes les zones en bleu, en fait, ce sont toutes les zones qui sont en train de se faire inonder et recouvrir par la mer. Or, il y a certaines régions comme les Maldives, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui sont en train de complètement disparaître de la carte. Le Bangladesh est en train de disparaître de la carte. Certaines régions de la vallée de l'Amazone disparaissent de la carte. Donc ça, c'est vraiment les grandes conséquences dans le monde. Évidemment, j'ai mis 3 petits plus parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et évidemment, si par exemple, il y a des zones comme ça qui se font recouvrir, la 4e conséquence, si vous voulez, ça va être des migrations. Les gens ne vont pas vivre les pieds dans l'eau, donc ils vont devoir se déplacer. Ça va faire toute une série de problèmes géopolitiques, de problèmes peut-être démocratiques aussi. Enfin, on pourra en reparler après. Les grandes conséquences en Europe, je résume ça à 2 grandes conséquences. Évidemment, il y a encore les 3 petits plus parce qu'il y a beaucoup plus de conséquences que ça. Mais la première des conséquences, c'est qu'on va avoir une modification des quantités de précipitations, avec le nord de l'Europe qui va plutôt gagner des précipitations, alors que le sud va plutôt en perdre. Et particulièrement, tout le bassin méditerranéen va perdre et est déjà en train de perdre beaucoup de précipitations à l'échelle annuelle. Et donc évidemment, ça cause toute une série de dommages. Il suffit de le voir en Grèce avec tous les feux de forêt qu'il y a chaque année, ou en Espagne avec l'agriculture qui manque d'eau, ou même simplement le sud de la France qui manque d'eau systématiquement chaque année. Et vous voyez que la Belgique, elle est vraiment dans une espèce de no man's land comme ça, où il n'y a pas vraiment de changement, mais je vais en reparler juste après. Et puis évidemment, il y a aussi l'évolution du nombre de canicules par an qui a dramatiquement augmenté. Avant 2015, on avait une canicule tous les 4 à 7 ans et dans le futur, et déjà maintenant, en fait, on est déjà dans le futur. Depuis 2015, on a minimum une canicule par an, que ce soit ici en Belgique ou ailleurs en Europe. Et on voit même que l'Europe plutôt centrale va avoir de plus en plus aussi de canicules, même plus que nous ici. Alors venons-en maintenant à la Belgique et regardons ici déjà l'évolution actuelle, c'est tous les petits bâtonnets. Quand le bâtonnet est rouge, c'est qu'on est supérieur à la normale, si le bâtonnet est bleu, c'est une année plus froide. Et vous voyez que jusqu'en 2000, on avait encore une certaine alternance entre années chaudes et années froides, mais depuis 2000, on n'a pratiquement que des années chaudes, plus chaudes que la normale, sauf au tout début, là, 2000, et sauf en 2010. Ici, le graphique manque, il manque sur ce graphique-là la donnée de 2023, mais 2023, l'année qu'on vient de quitter, a été l'année la plus chaude jamais observée ici en Belgique. Donc c'est un bâtonnet qui peut monter bien au-delà de 2 degrés. Et alors les lignes, les courbes que vous voyez juste après, c'est l'évolution projetée pour la Belgique. Alors ça, c'est avec l'ancien rapport du GIEC de 2013. Et donc je vous ai fait un petit bricolage parce que l'IRM n'a pas encore mis ça à jour, mais les projections actualisées du nouveau rapport du GIEC montrent au-delà de 5 degrés d'augmentation de température pour la fin du siècle. Donc ça, c'est la moyenne des températures en Belgique à l'échelle annuelle, sur l'ensemble de l'année. Si on prend quelques petites périodes, et ici c'est vraiment le premier électrochoc que nous, professionnels, avons eu l'année dernière, c'est que maintenant, il y a certaines températures observées qui dépassent les projections qu'on attend pour 2030-2040. Et donc si vous regardez par exemple ici, c'est une décade, c'est la première décade de septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de septembre dernier, on a eu la canicule la plus tardive jamais observée en Belgique. Eh bien, si vous regardez la température de la première décade de septembre 2023, c'est la courbe jaune, elle atteint les pointillés là. Vous voyez les pointillés? Eh bien, pour retrouver cette température-là de première décade de septembre aussi chaude que celle de 2023, dans les projections futures, donc celles qui ont été calculées avec les différents scénarios, il faut aller jusque un petit peu avant 2050. Vous voyez ici? Et donc ça veut dire que par rapport aux projections climatiques du futur que je vous ai montrées juste avant, en réalité, on est 20 à 30 ans plus tôt dans les observations que ce qu'on projette dans le futur. Donc en réalité, on a un réchauffement climatique qui commence vraiment à s'accélérer
Et donc les projections sous-estiment quelque part l'évolution réellement observée sur le thermomètre, quoi. Alors ça, je vous montre quelques évolutions de la température annuelle en Belgique. Alors le référentiel n'est plus bon, mais ici je vous parlais de 5,5 degrés tout à l'heure. Ici il est à 4 degrés, mais simplement parce que le 5,5 degrés c'était par rapport au 19e siècle. Ici c'est une comparaison par rapport à 1981-2010. Donc il fallait que je mette ça à jour et j'ai oublié de le faire et je suis désolé. Mais par contre, ce qui est intéressant de montrer ici, c'est que quand on compare l'évolution annuelle des températures, on voit que l'été en Belgique va connaître un réchauffement bien plus élevé que la moyenne du pays. On va aller vers des étés qui sont de 5 à 6 degrés plus chauds qu'à l'heure actuelle. Et alors vous avez aussi l'évolution des extrêmes de température. Donc ici, vous avez sur la ligne du dessus l'évolution du nombre de jours avec une température supérieure à 25 degrés de jour, donc une température maximum supérieure à 25 degrés. Et on voit que ce nombre de jours augmente de 8 à 14 jours dans le futur par rapport à maintenant. Donc on va avoir un demi-mois en plus avec des températures supérieures à 25 degrés. Mais ça, ce n'est pas encore trop grave, je vais dire, parce qu'on sait toujours, de jour, en tout cas, se protéger des températures chaudes. On sait boire, on sait vraiment s'hydrater, se ventiler, etc. Mais ce qui est beaucoup plus grave, en réalité, dans l'élévation des températures, c'est plutôt le nombre de jours avec des températures minimum, c'est-à-dire des températures de nuit supérieures à 25 degrés. Parce que qu'est-ce qui nous dérange pendant les canicules? C'est le fait qu'on dort mal. On dort tous mal, j'imagine, ici. Et ça, c'est lié simplement au fait que la température de nuit est chaude et donc notre corps, durant la nuit, n'arrive pas à se refroidir. C'est pour ça qu'on dort mal. C'est ça aussi qui crée toute une série de décès parce que quand on dort mal, on a notre cœur qui bat plus vite, etc. Et donc, ça crée toute une série de problèmes. Et ça, c'est purement lié à la température minimum. Et quand on regarde ici l'évolution de la température minimum supérieure à 20 degrés, on voit qu'on gagne pratiquement plus d'un mois par rapport à l'époque actuelle dans le futur. Et donc c'est vraiment ici que se situe tout le problème du réchauffement climatique ici en Belgique. Alors si on calcule aussi l'évolution du nombre de jours de canicule en Belgique, voilà. On va rester relativement stable par rapport à l'époque actuelle jusqu'en 2050, mais à partir de 2050, on a une forte progression du nombre de jours de canicule ici en Belgique, avec de l'ordre 2050, de l'ordre de 20 jours de canicule par an en moyenne, et pour la fin du siècle, c'est plutôt 40 jours de canicule par an. C'est-à-dire que tous les étés, pour la fin du siècle, seront caniculaires, avec la référence évidemment de maintenant. Donc tous les étés vous allez passer de juillet ou de juin jusqu'à septembre avec des températures tous les jours supérieures à 30 degrés. Et qui va le plus souffrir dans ces conditions-là? C'est principalement les centres urbains. Parce que même sans réchauffement climatique, un centre urbain va avoir un îlot de chaleur urbain. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience ici à Charleroi, mais quand vous êtes dans le centre d'une ville, vous avez 2 à 4 degrés en plus que la campagne directement environnante. Pourquoi? Parce que les bâtiments vont réémettre toute une partie de la chaleur, vous avez toute une série les voitures par exemple, ou les chauffages ou les climatisations vont rejeter une partie de chaleur dans l'environnement de la ville. Et donc en situation météo normale, vous avez 2 à 4 degrés en plus dans une ville. En situation de canicule, par contre, vous allez avoir de 4 à 8, voire même plus de 10 degrés en plus au centre d'une ville, qu'à l'extérieur. Alors pourquoi? Parce qu'en canicule, il n'y a pas de vent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de brassage d'air pour évacuer la chaleur. Vous n'avez pas de nuages non plus. Et donc vous allez avoir un rayonnement sur les bâtiments, sur le béton, sur le tarmac qui va être vraiment maximum. Et donc vous allez réchauffer l'environnement. Et pour les clims, elles vont tourner à fond et donc vont rejeter toute une série de calories dans l'atmosphère, ce qui va faire que vous allez avoir des différences beaucoup plus importantes en ville, en situation de canicule, qu'en situation normale. Et d'ailleurs, Paris, pendant la canicule de 2003, a été très bien monitoré et on a vu que
Pendant cette canicule, en 2003, le centre-ville de Paris a connu 10 degrés en plus que sa campagne environnante. Oui, mais ces 10 degrés en plus, c'est en plus d'une température de canicule, c'est-à-dire de minimum 30 degrés. Donc vous rajoutez 10 degrés à 30 degrés, vous êtes à 40 degrés en ville. Et c'est vraiment là qu'est tout le problème, et c'est pour ça que ce sont surtout les centres urbains qui sont touchés par ces pics de canicule. Alors venons-en maintenant aux précipitations. Ici, vous retrouvez un peu, vous vous souvenez, la Belgique que je vous ai montré, qui était entre l'Europe qui gagne des précipitations au nord et qui perd des précipitations au sud. Mais vous voyez qu'ici en Belgique, on a une légère augmentation des précipitations de l'ordre de 5%, donc c'est presque rien. Et ça, c'est pour l'échelle annuelle. Maintenant, regardons à l'échelle saisonnière. En hiver, en réalité, on va gagner beaucoup plus de précipitations, et en été, on va en perdre. Et en même temps qu'en perdre, paradoxalement, on va avoir des précipitations plus intenses aussi. Donc en gros, on va avoir une diminution des précipitations en été, mais dès qu'on aura des précipitations, elles vont tomber de manière assez violente, donc principalement sous forme d'orage. Et alors, quelque chose que l'on remarque aussi en Belgique, et c'est le traceur, je vais dire, du réchauffement climatique le plus palpable, et le plus palpable depuis très longtemps maintenant ici en Belgique, c'est la diminution constante de la neige que l'on peut avoir ici en Belgique. Et donc on voit par exemple que par rapport entre maintenant et la période de 80 à 2010, on a perdu de l'ordre de 20% de chute de neige ici en Belgique. Donc vous voyez qu'on était déjà très proche de la limite et maintenant on est passé au-dessus de la limite et donc on est en train de perdre toute cette neige, alors que ce soit sur la moyenne Belgique ou sur l'Ardenne, hein, c'est pareil. Alors ça, je peux très vite passer dessus, mais en gros, c'est vraiment en fonction de la ligne du temps, on voit qu'on va perdre de plus en plus de précipitations durant l'été en Belgique. Et paradoxalement, deuxième fois, on va avoir des précipitations plus intenses, comme je vous disais, comme par exemple, alors vous ne l'avez pas connu ici, mais les précipitations qui ont mené aux inondations de juillet 2021, eh bien, c'était vraiment 3 jours consécutifs où il y a eu énormément de précipitations, de l'ordre de 240-270 mm sur les Hauts-de-Fagne qui sont tombés en 3 jours. C'est 2 mois et demi de précipitations qui sont tombées en 3 jours. Eh bien, on a fait le calcul et on est remonté jusque dans le passé alors, disons le passé récent, jusqu'en 1950, et on a regardé par année les quantités de précipitations maximales que l'on avait sur 3 jours consécutifs, et on a regardé comment évoluaient ces 3 jours consécutifs de précipitations. Donc si on prend 2021, par exemple ici, on retrouve évidemment les 3 jours du 13 au 15 juillet 2021. C'est une moyenne sur la province de Liège. Hein. Je laisserai Denis faire la même chose sur Charleroi. Donc on retrouve ce pic de précipitation du 13 au 15 juillet 2021. Et si on retourne dans le passé récent, on retrouve aussi du 12 au 14 septembre 98, on avait de l'ordre de 100 mm de précipitation sur 3 jours. Et vous voyez qu'avant, on n'avait pas du tout ce type de phénomène extrême. Et donc on retrouve ça en 98 en 2021. Et donc on s'est dit, calculons et faisons le même exercice sur le futur. On retrouve nos 3 scénarios et voici les scénarios qui donnent les précipitations correspondantes. Et alors, chose intéressante, c'est que si on est sur un scénario de très fort réchauffement qui est ici, on va retrouver des quantités de précipitations comme juillet 21, voire même plus que ce qu'on a eu en juillet 21 dans un futur proche, ici de l'ordre de 2030-2040. Si on est sur un scénario intermédiaire, on va retrouver des précipitations importantes aussi, mais plutôt dans un futur plus lointain. Et si on est sur le scénario théorique dont je vous parlais tout à l'heure, de faibles émissions de gaz à effet de serre, on est sur aussi des événements de précipitations intenses, mais beaucoup plus faibles que juillet 21 et beaucoup plus loin dans le temps aussi. Et donc vous voyez qu'en fonction du scénario sur lequel on va se trouver, on ne va pas du tout avoir la même réponse dans les précipitations intenses, par exemple. Donc c'est très important de baisser le plus possible, évidemment, son réchauffement pour
et de prendre des mesures pour ça, pour éviter justement ces drames qui a pu se produire comme en juillet 21. Évidemment, je vous dis que les précipitations sont plus intenses durant l'été en Belgique, mais évidemment, ce sont encore une fois les centres-villes et les centres urbanisés, ou en tout cas les zones les plus imperméabilisées, où les sols sont les plus imperméabilisés, qui vont souffrir le plus. Donc quand vous avez un orage comme à Liège en 2008 ou à Dinan, 15 jours après les inondations de la Veste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a eu des inondations aussi importantes, mais très localisées à Dinan, fin juillet. Et c'était toutes les deux des situations orageuses, donc c'est un orage qui se déplaçait assez lentement, donc il était plutôt statique, qui a largué, dans le cas de Liège, 100 mm pendant 1 heure, et dans le cas de Dinan, c'était 80 mm sur 1 heure. Et ça, très localement, en réalité, ce type d'événement augmente aussi bien en fréquence qu'en intensité, et on voit que ça fait toute une série de ravages, mais ces ravages, évidemment, sont fortement liés à l'imperméabilisation des sols. Donc si vous avez des sols urbains, par exemple, vous avez plus de la moitié de l'eau qui va ruisseler, alors que sur des zones rurales, vous allez avoir beaucoup moins de ruissellement, parce qu'il y a une partie qui va s'infiltrer. Donc encore une fois, ici, les centres-villes ont tout à jouer pour la gestion justement de ces forts coups d'eau. Et puis alors, je terminerai les conséquences sur évidemment les conséquences au niveau des populations. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a certaines régions côtières ou deltaïques qui vont disparaître de la carte. Pourquoi? Parce que votre mer et les océans sont en train de monter, avec une disparition d'États notamment comme les Maldives. Vous avez aussi un problème d'accès à l'eau et de dégradation des sols. Ça, on commence à le voir en Afrique notamment, mais on commence à le voir aussi en Espagne, avec un problème notamment sur l'agriculture ou sur les incendies qui sont de plus en plus importants, ou des problèmes de santé publique, parce qu'à partir du moment où on n'a plus accès à l'eau potable, évidemment, il y a toute une série de problèmes qui vont s'enchaîner. On a aussi une expansion des vecteurs de maladies avec les moustiques, les tiques, etc. Et évidemment, une augmentation des inégalités. J'aime bien dire ici que le réchauffement climatique ne crée pas des inégalités, mais par contre accroît fortement les inégalités déjà existantes. Et que ce soit dans les pays du Sud ou chez nous, quand on pense simplement à la vallée de la Vesdre, on a vu que les personnes les plus touchées, évidemment, ce sont les personnes les moins nanties, vu que c'est elles qui habitent justement le long des cours d'eau. Et c'est pareil dans les pays du Sud, ceux qui pourront s'en sortir dans les pays du Sud, ce sont ceux qui vont pouvoir avoir suffisamment d'argent, notamment pour migrer ou pour acheter des produits agricoles, par exemple, plus chers que la normale. Et donc la solution principale pour toute une série de populations, c'est évidemment de migrer. Et alors ça, il ne faut pas attendre 2050-2100 pour que ça se produise, ça se produit déjà maintenant. Et en 2020, on a réussi à calculer qu'il y avait 30 millions de personnes qui ont été déplacées uniquement pour des causes climatiques. Avec évidemment une augmentation des violences, parce que dès que vous avez des migrations, vous avez une plus grosse concentration de personnes à un même endroit, avec un problème d'accès à la ressource, parce que s'il y a plus de personnes à un même endroit, forcément il y a un problème de ressources et forcément une fragilisation de certains États, avec même, au final, un péril pour la démocratie et probablement des droits fondamentaux. À partir du moment où il n'y a plus de ressources, évidemment, on va commencer à se taper dessus. Alors, quelle solution pour tout ça? On va quand même terminer avec ces solutions, parce que toutes les solutions existent, il suffit juste de les mettre en œuvre. Alors, j'aime bien rappeler quand même que quand on parle du rapport du GIEC, en réalité, il y a 3 rapports, ou plutôt 3 parties dans le rapport. D'abord, la première partie, c'est vraiment tout ce que je vous ai expliqué au tout début, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le climat se réchauffe et de quel ordre est-ce qu'il se réchauffe. La deuxième partie, c'est ce que je viens de vous présenter là maintenant, c'est quelles sont les conséquences du réchauffement qu'on a analysé dans la première partie du rapport. Et la troisième partie, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu trop souvent, c'est toute la partie qui parle de comment atténuer le réchauffement climatique ou comment s'adapter à vivre dans un climat plus chaud. Et donc, en réalité, toutes les solutions se trouvent dans cette troisième partie du rapport du GIEC, troisième partie qui est sortie ici pour le dernier en 2022. Et donc, le GIEC, en réalité, il a vraiment travaillé, c'est toute une série de scientifiques de par le monde qui ont travaillé justement pour trouver ces solutions. Et donc, c'est très important justement
de lire et d'aller lire ces solutions-là, notamment pour les dirigeants politiques, mais pas que. Et donc, en réalité, toutes les solutions existent. Il suffit juste de les mettre en œuvre. Et alors, c'est un truc assez intéressant, c'est que dans le tout premier rapport du GIEC, en 1990, pour ceux qui ont été les plus attentifs, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est que le premier rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il disait au niveau des émissions de gaz à effet de serre? C'est qu'on n'est pas sûr que ce soit l'homme qui est responsable du réchauffement climatique. Eh bien, malgré que les scientifiques de la première partie du rapport disaient on n'est pas tout à fait sûr que l'homme est responsable du réchauffement climatique, regardez la phrase que j'ai trouvée dans le rapport pour les décideurs politiques de ce rapport de 1990. Les conséquences potentiellement graves des changements climatiques sur l'environnement mondial donnent des raisons suffisantes pour commencer à adopter des stratégies de réponse qui doivent être immédiates, même au regard des incertitudes. Donc même si on n'était pas sûr à l'époque que l'homme était responsable du réchauffement climatique, le GIEC insistait déjà pour qu'on prenne des mesures pour lutter contre ce réchauffement climatique. Et dans ce rapport, on a toute une série de propositions, d'options d'atténuation, d'adaptation, d'options sur le court terme ou sur le long terme dans les différents secteurs d'activité comme l'industrie, l'énergie, l'agriculture, etc. Donc tout ça existe déjà depuis 1990. Et il ne faut pas voir ces solutions comme des punitions, mais plutôt comme des opportunités, et je vais vous montrer comment. Par exemple, pour l'énergie, et je prends toujours le rapport de 1990, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. 1990, c'était il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, donc ça veut dire qu'il y a 30 ans qu'on connaît toutes ces solutions-là. Maintenant, analysez vous-même la chose et regardez où on en est par rapport à ça depuis 30 ans. Par exemple, quand on veut parler des opportunités justement de s'adapter à un climat plus chaud ou d'essayer d'atténuer le climat plus chaud, si on prend le secteur de l'énergie, par exemple, c'était d'augmenter les performances énergétiques. Or ça fait en partie, je suis d'accord. D'augmenter la cogénération, l'électricité décentralisée et verte, le petit et grand projet hydroélectrique ou le stockage d'électricité. Stockage d'électricité, on n'est nulle part. Les petits et grands projets hydroélectriques, je ne sais pas si vous en avez ici, tout près de Charleroi. Combien de temps est-ce qu'il faut pour monter un projet d'hydroélectricité? Dans ma commune, du côté de Liège, il a fallu 15 ans pour qu'un entrepreneur puisse mettre une turbine sur l'ourte. Et en plus, c'est une turbine qui peut être démontable. Donc, en réalité, on a perdu 15 ans à essayer de monter ces projets hydroélectriques. Mais évidemment, toutes ces solutions pour l'énergie, qu'est-ce que ça aurait fait au final? Eh bien, une diminution de la facture, voire même une indépendance de la Belgique par rapport justement à l'extérieur. Donc, si on avait pris toutes ces solutions et mis en œuvre toutes ces solutions il y a longtemps, la guerre en Ukraine n'aurait fait aucun impact sur notre facture d'électricité. Forcément, on aurait été indépendant. Donc vous voyez qu'il y a quand même toute une série de co-bénéfices pour l'énergie, justement, à s'occuper de ce climat. L'industrie, c'est pareil. On demandait justement, une des solutions, c'était d'augmenter les performances énergétiques, d'augmenter l'économie circulaire, la cogénération, la substitution de matériaux peu énergivores, le recyclage des déchets. Bref, tout ça pour augmenter la part de ce que j'ai mis ici, de l'économie circulaire, c'est-à-dire de reprendre un déchet pour en refaire une matière première. Mais évidemment, on n'est pas du tout, ou pas suffisamment en tout cas, rentré dans cette économie circulaire, ce qui aurait pu aussi rendre la Belgique plus indépendante de l'extérieur et permettre en même temps d'atténuer notre part du réchauffement climatique. Alors les transports, je crois que c'est le summum. Le GIEC proposait de réduire le nombre de véhicules sur les routes, de réduire aussi la taille et le poids des véhicules. Bon ben voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Vous voyez qu'ici, on a fait vraiment tout le contraire de ce que le GIEC annonçait comme solution. Augmenter les transports multimodaux et publics. Alors ce qui était comique, c'est qu'il demandait aussi d'augmenter l'éco-conduite, c'est-à-dire le fait de ne pas accélérer trop vite pour ne pas consommer et puis aller freiner 10 mètres après, et aussi d'augmenter la gestion intelligente du trafic pour justement mieux répartir les véhicules sur une route. Et par exemple, ici, quand une ville vraiment prend à bras-le-cœur sa mobilité,
eh bien, on retrouve un accès, un confort de vie en ville, comme ici, je crois que c'est à Reims, ici, où on a urbanisé, où on a créé un tram dans toute la ville et remis de la végétation en ville. Alors là, la végétation ici en ville, j'en ai pas beaucoup parlé pour le moment, mais ça permet d'atténuer justement cet îlot de chaleur urbain parce que la végétation va vous créer de l'ombre, va aussi émettre de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc consommer des calories de l'atmosphère. Et c'est pour ça que maintenant de plus en plus de villes font une reverdurisation des centres-villes justement pour atténuer cet îlot de chaleur urbain, mais pas que. Parce que la végétation va aussi capter quoi? Va capter les bruits de la ville. Et donc la ville va être beaucoup plus attrayante quand elle va avoir notamment des piétonniers et de la végétation. Et donc c'est vraiment tout ça qu'il faut réétudier et tout ça qui était déjà inscrit dans le premier rapport du GIEC. Pour les bâtiments, ben, c'est presque comme pour l'énergie tout à l'heure. On demandait de mettre des pompes à chaleur, d'augmenter les performances énergétiques, avoir des lumières peu énergivores. Ben, les lumières, c'est bon, on y est parvenu avec les ampoules économiques. Augmenter les performances énergétiques, on y arrive avec aussi les différentes primes pour rénover justement les bâtiments. Les pompes à chaleur, j'ai fait l'expérience personnellement où j'ai fait construire une maison, j'ai signé en 2017, quelque chose comme ça. Le promoteur, qui est un gros promoteur, a émis énormément de réticence pour m'installer une pompe à chaleur. Il voulait absolument que j'installe un chauffage au gaz, mais je me dis, mais pourquoi ? Mettez-moi une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et je serais beaucoup plus content. Donc j'ai dû lutter contre le promoteur que je payais en plus pour mettre une pompe à chaleur. Et il a fini par le mettre. Et bien, croyez-moi que j'étais super ravi de voir passer la crise énergétique parce qu'évidemment, j'ai une facture bien moindre que mes voisins qui sont au gaz. Vous voyez, encore une fois, ces solutions de 1990 pour lutter contre le réchauffement climatique, ça aurait permis aussi d'atténuer l'impact sur nos factures. Et évidemment, le gros point, l'agriculture, et c'est un point qui m'a fait bondir ces dernières semaines, où le GIEC demande de limiter les fertilisants qu'on met justement dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que tous les fertilisants qui sont mis dans un champ et qui ne sont pas consommés par la plante, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, ils augmentent la part de l'effet de serre additionnel lié aux hommes. Et en plus, ça coûte super cher aux agriculteurs. Et donc, il faut rendre justement, soit les limiter, soit les rendre, faire les épandages de fertilisants plus intelligents, augmenter les puits de carbone, gestion durable des forêts, on va peut-être en reparler juste après, et diminuer aussi les subsides inadéquats pour l'environnement, comme par exemple les subsides accordés aux pesticides. Et c'est quand je vous dis que ça m'a énervé ces dernières semaines, c'est simplement le fait que les agriculteurs sortent dans la rue, ils ont tout à fait de très bonnes raisons de sortir, mais par contre, réponse du politique européen, ah ben on va mettre au placard alors la réforme sur les pesticides. Qu'en fait, ils n'ont rien compris. Et d'ailleurs, ils l'ont fait et les agriculteurs sont toujours dans la rue. En tout cas, ils étaient à Liège tout à l'heure. Et puis revenir à toute une série de pratiques ancestrales qui ont été évincées avec l'agriculture industrielle comme l'agroforesterie, c'est-à-dire planter des arbres dans des champs où les vaches ou d'autres animaux broutent. Pourquoi? Parce que les arbres vont capter beaucoup plus de carbone qu'une simple herbe. Et en plus, ça va donner à la fois un revenu supplémentaire à l'agriculteur, s'il met des pommiers par exemple, et ça va donner des effets d'ombrage justement pour les périodes chaudes, pour les animaux qui broutent en dessous. Et donc ça a toute une série de co-bénéfices comme ça. Et voilà, si on avait mis aussi toute une série de solutions d'atténuation pour l'agriculture dès 1990, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Alors je vous propose aussi quelques solutions plus locales, notamment pour lutter contre les canicules et les sécheresses qui augmentent, comme on a vu tout à l'heure. C'est notamment de protéger les centres urbains par des trames vertes et bleues. Les trames vertes, c'est-à-dire rajouter de la végétation en ville, et les trames bleues, c'est de rajouter de l'eau, donc des plans d'eau en ville pour justement capter les calories excédentaires pour les centres-villes. C'est aussi rendre notre agriculture plus résiliente par rapport au réchauffement climatique, c'est-à-dire d'adapter notre agriculture pour qu'elle puisse vivre et subsister dans
dans un climat plus chaud, c'est-à-dire aussi gérer la qualité des sols. Et tant que nos sols n'auront pas une bonne santé, eh bien on n'arrivera pas à avoir une agriculture résiliente par rapport avec des températures plus chaudes, quoi. C'est aussi rendre nos forêts plus résilientes, c'est-à-dire qu'on a planté pendant des années des monocultures de forêts, des forêts avec que des hêtres ou que des sapins ou que des épicéas. Bien ici, c'est rendre une part plus, une plus grande biodiversité au sein des forêts, justement pour qu'elles soient plus résilientes par rapport au réchauffement climatique. Et il y a différentes études très récentes d'ailleurs qui ont montré que les forêts communiquent entre elles. Et les arbres vont communiquer entre eux. Donc quand il y a un ravageur, ils vont pouvoir se protéger l'un l'autre en émettant toute une série de particules, soit dans leur sève, soit dans l'atmosphère. Et donc quand on a une biodiversité dans la forêt, la forêt résiste beaucoup mieux à une augmentation de la température que si on est en monoculture. Et d'ailleurs, les monocultures du sud de la Wallonie, des épicéens, des sapins et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont pour le moment? Ils connaissent la crise des scolites. C'est-à-dire qu'ils sont tellement vulnérables par rapport aux différentes canicules et sécheresses qu'on a depuis 2015-2017, eh bien que les différentes bestioles arrivent dans les arbres pour les grignoter, pour manger la sève, et au final, les arbres meurent. Il y a des forêts comme ça, tout un pan de forêt qui disparaît à cause de ça. Et donc, tout l'objectif ici, en Wallonie, c'est d'avoir notre agriculture et nos forêts plus résilientes. Puis concernant le régime des précipitations, comme on a vu qu'on allait en avoir plus en hiver, moins en été, mais plus intense en été, il faut gérer beaucoup mieux cette eau de pluie et favoriser le plus possible la percolation de l'eau dans le sol, c'est-à-dire, encore une fois, avoir une qualité de nos sols qui soit suffisante pour pouvoir avoir cette percolation qui va aller remplir nos nappes, qui est notre meilleur réservoir évidemment pour gérer un été sec. Et encore une fois, donc, il faut gérer à la fois l'urbanisation, donc avoir le plus de sols perméables possible, et encore une fois de gérer cette qualité des sols. Et puis encore une fois, pour les précipitations extrêmes, il faut protéger les rivières contre les inondations et contre les sécheresses, et notamment ne pas construire n'importe où. Et je le vois maintenant avec la reconstruction de la vallée de la Vesdre à Verviers, on voit des maisons qui ont été en partie détruites par la rivière ou qui ont été largement inondées. Qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit exactement au même endroit. Donc on n'a rien compris des leçons de l'histoire très récente. Et donc pour moi, il faut absolument revoir le plan de secteur qui n'est plus du tout à jour au niveau de plein de choses, mais notamment au niveau climatique. Et alors il y a des solutions plus individuelles aussi, où chacun peut agir à sa propre échelle. Et ça, j'aime bien en parler quand même s'il y a toute une série de personnes qui les discréditent un petit peu, mais il faut savoir que c'est 25% de la solution pour atténuer le réchauffement climatique. Donc c'est vrai que c'est peu, mais c'est quand même un quart. Et donc il faut quand même faire sa part dans la gestion de ce problème-là. Comme l'habitation, c'est par exemple baisser le thermostat, isoler contre le chaud, contre le froid, avoir de nouvelles techniques de chauffe. Je vous parlais de la pompe à chaleur notamment tout à l'heure. Concernant nos déplacements, c'est éviter les déplacements quand c'est possible, favoriser par exemple le télétravail. C'est venu beaucoup maintenant, ce télétravail depuis le Covid, et c'est à mon avis un effet positif. Favoriser les transports en commun. Pour la nourriture, c'est favoriser les circuits courts, les circuits locaux. Augmenter aussi sa part de végétaux, ce n'est pas forcément devenir végétarien, mais c'est réduire sa consommation de viande et augmenter sa part de végétaux. Et je pense que si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est d'adopter une méthode holistique. Et la méthode holistique, c'est de savoir que tout est un peu comme un domino, si vous voulez. Donc tout interagit avec tout. Et dans notre choix au quotidien, c'est plutôt de se poser la question, tiens, est-ce que j'ai besoin absolument d'acheter tel truc? Est-ce que je ne suis pas justement influencé par toutes ces publicités qu'on voit en permanence autour de nous? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose? Comme par exemple des fraises qu'on nous vend pour le moment dans les supermarchés, notamment à la Saint-Valentin, avec un beau petit cœur, vous avez plein de fraises dedans. Eh bien, ces fraises-là, non seulement elles sont pas bonnes, deuxièmement, elles viennent du sud de l'Europe, probablement par des serres chauffées. Elles arrivent ici en camion, frigorifiées.
et elles sont vendues comme ça dans des gros emballages en plastique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de participer à ce système qui nous vend des fraises pas bonnes, qui viennent de très loin et qui favorisent vraiment à fond les énergies fossiles? Voilà. Et donc, quand on se pose ces bonnes questions dans son quotidien, je pense qu'on fait énormément, justement, pour le climat et l'environnement. Et puis alors ici, j'en discutais avec vos organisateurs avant de commencer, c'est quelques solutions qui sont issues de la convention du laïque, c'est comment ça? Je ne sais plus comment elle s'appelle, la convention laïque, qui a eu lieu en 2022 à Wavre. Et je me dis que c'est vraiment des solutions que l'on pourrait essayer d'insuffler justement dans toute la tête de nos politiques actuelles, justement en vue des élections prochaines. Et je pense que la première chose, pour pouvoir justement agir le plus efficacement possible sur le climat à l'échelle politique, c'est que toutes nos actions politiques ou toutes les décisions politiques qui doivent être prises, pour le moment, par exemple, elles ne passent que sous le prisme budgétaire. Donc, si on veut faire une réforme A, par exemple, cette réforme, elle va être analysée de manière budgétaire. Combien ça va coûter, combien ça va rapporter, et basta. Et donc l'idée, justement, si on veut agir justement pour le climat, pour l'environnement en général, et moi en même temps j'ai rajouté pour la justice sociale, pour avoir un monde plus juste, eh bien il faudrait évaluer toutes les politiques sous le prisme budgétaire, évidemment, mais sous le prisme environnemental et de justice sociale. Donc combien est-ce que ma réforme A va me rapporter, va me coûter? Qu'est-ce qu'elle va rapporter à l'environnement? Qu'est-ce qu'elle va coûter à l'environnement? Qu'est-ce qu'elle va rapporter en égalité ou en justice sociale? Et donc je pense qu'à partir du moment où on analyse toutes les actions prises en politique avec ce prisme-là, je pense qu'on fera énormément justement pour le climat et l'environnement et toute une série de co-bénéfices aussi, notamment pour la justice sociale. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir aussi accompagné les élus justement et former les élus sur les pratiques environnementales, comme ça existe d'ailleurs pour le budget. La deuxième chose, surtout en Wallonie, c'est de repenser l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire chaotique qui a été créé dans les années 70 ne prend pas du tout en compte le problème environnemental. Et c'est évidemment à partir de cet aménagement du territoire complètement chaotique et donc le plan de secteur que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est complètement désuet et aberrant, mais c'est de là que provient la majorité des problèmes qu'on a ici en Wallonie. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas suffisamment les transports en commun? Simplement parce qu'on a un aménagement du territoire qui n'est pas du tout programmé pour prendre des transports en commun. On a urbanisé le long des routes, et donc en urbanisant le long des routes, on rend le transport en commun inefficace. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je suis allé en colloque au Danemark. Au Danemark, vous avez, et vous retrouvez ça aux Pays-Bas, mais c'est juste que le déclic que j'ai eu, moi, c'était au Danemark. J'arrive avec le train dans une gare, pour le moment, je ne vois rien, je prends le bus fait 2 arrêts dans le village, puis il file au village suivant. Il n'y a rien entre les 2 villages. Et donc il trace, méga efficace, super rapide. Il arrive au village suivant, il fait 3 arrêts, puis pouf, il file au village suivant aussi. Alors quel est l'avantage de ça? Vous avez des transports en commun méga efficaces, et vous n'avez rien entre les villages. Du coup, qu'est-ce que les Danois ont mis entre les villages? Qui est déjà allé au Danemark? Des éoliennes. Et les éoliennes ne gênent personne. Dès que vous voulez mettre un parc éolien ici en Wallonie, ça va gêner toute la population autour, à juste titre. Et au Danemark, évidemment, c'est le pays avec le plus d'éoliennes, en densité d'éoliennes, c'est le pays au monde où il y en a le plus, simplement parce qu'ils ont un aménagement du territoire qui est méga efficace. Et donc, évidemment, on a aussi de cet aménagement du territoire une sous-performance énergétique, parce qu'évidemment, il faut tirer des lignes d'électricité, il faut tirer des égouts, il faut tirer des réseaux de gaz, enfin toute une série de choses, des routes évidemment. Et donc, cet aménagement du territoire en Wallonie favorise la voiture, favorise l'énergie fossile. Et il a été pensé évidemment à une période où c'était très abondant. Je propose aussi de faire du climat et de l'environnement un axe transversal à l'éducation. Simplement, pourquoi?
pour éduquer notamment des citoyens responsables, mais aussi à travers le climat, on sait faire un peu de tout ce qui est à l'école. On peut faire des maths, on peut faire de la géographie, on peut faire du français aussi, on peut faire de la physique évidemment. Enfin, on peut vraiment faire de cet axe transversal un axe prioritaire à l'éducation. Et je pense aussi à ça, c'est qu'il faudrait le faire aussi en politique. C'est-à-dire en politique, on voit toujours tout en silo. Et encore, quand on considère un peu le climat, on voit qu'il est noyé dans le chapitre énergie, par exemple. Mais si les politiques commencent à voir le climat de manière transversale, c'est-à-dire ce que je propose ici au-dessus, faire un prisme environnemental, budgétaire et de justice sociale, eh bien là, on va vraiment commencer à agir pour le climat en politique. Et puis alors, il y avait d'autres solutions, comme par exemple interdire ou limiter fortement les publicités pour réduire justement la surconsommation et ne pas nous inciter justement à acheter le dernier smartphone à la mode, par exemple, ou le dernier SUV, par exemple, aussi. Et donc, c'est d'interdire justement toutes ces publicités pour les produits les plus émetteurs, par exemple, de gaz à effet de serre. Donc voilà un peu la conclusion. Donc l'heure est venue pour vous, pour nous, pour tout le monde de faire ses choix. Et d'ailleurs, avec les élections qui arrivent, il y aura de plus en plus de choix à faire. Et moi, je vous propose de faire un choix pour vivre dans un monde plus qualitatif, par exemple, pour vivre dans un monde plus sain aussi, quand on pense justement à tous les co-bénéfices qu'apportent justement ces solutions pour le climat, et de vivre aussi dans un monde plus juste. Donc je vous propose est-ce qu'on change ou est-ce qu'on continue de se trouver des excuses? Alors pour aller plus loin, évidemment, je vous propose toute une série de lectures. Par exemple, celui-là, le premier, comment inverser le cours du réchauffement planétaire, c'est un bon blog. Je ne sais pas s'il y a une librairie, une bibliothèque au CAL ici à Charleroi. Ben, je vous invite, je n'ai aucune action dedans, mais je vous invite fortement à le prendre parce que pour moi, c'est le mieux fait. Le plus efficace. Donc, il propose 100 solutions pour inverser le cours du réchauffement planétaire. Et donc, c'est une communauté de scientifiques de tous bords, donc des biologistes, des chimistes, des ingénieurs qui se sont réunis, des climatologues aussi, qui se sont réunis pour définir les 100 solutions les plus efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ils ont vraiment expliqué ces solutions-là, et c'est vraiment des solutions très réalistes. Ce n'est pas de couvrir la Terre entière, par exemple, d'éoliennes, mais c'est d'augmenter sa part de 7% de consommation d'énergie d'origine éolienne à 20%, ce qui est tout à fait réaliste. Et il propose aussi toute une série de coûts pour le faire, mais alors il y a plein d'autres solutions, comme réduire sa part de végétaux, par exemple, dans notre alimentation quotidienne. Alors il y a différents autres bouquins que je vous conseille aussi, mais je donnerai le slide, comme ça vous aurez les différentes, notamment les liens ici. Donc je vous ai remis les liens du rapport du GIEC. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat qui s'est tenue en France. Et là, c'est aussi toute une série de citoyens pris au hasard partout en France qui se sont réunis pendant quelques mois et qui ont dicté un agenda justement pour lutter contre le réchauffement climatique en France. Et c'est de là qu'on a extrait aussi quelques propositions pour agir au niveau du climat. Et évidemment, je ne peux pas m'arrêter sans vous parler du MOOC, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un MOOC, c'est un cours en ligne interactif sur le climat qu'on a créé à l'Université de Liège et donc, que vous retrouverez sur cette adresse-là. Donc, vous vous inscrivez à la plateforme, c'est complètement gratuit. La première édition a recueilli pratiquement 11 000 étudiants. Donc, on a eu de très bons retours par rapport à ça. Et la troisième édition de ce MOOC est en cours pour le moment, mais vous pouvez toujours vous inscrire. Les inscriptions sont toujours possibles jusqu'à fin mars de mémoire. Et donc voilà, j'en ai terminé. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup pour cette conférence à la fois très complète, très enrichissante, où on voit bien la différence entre un réchauffement climatique naturel et un réchauffement anthropique, notamment au niveau du rythme, qui n'est pas du tout comparable. On voit bien aussi
enfin, vous avez bien montré les conséquences diverses que peut avoir le réchauffement climatique. Et vous avez montré aussi que ce n'est pas une fatalité, qu'on a les cartes encore en main, et donc il y a des solutions possibles. Et donc ça, c'est réjouissant. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont très stimulantes dans ce que vous avez dit. Et du coup, je donne la parole au public pour réagir, pour faire des remarques, poser des questions, interagir. Voilà, la parole est à vous. Merci. Moi, je voudrais vous demander au niveau réchauffement climatique. Le GIEC a parlé à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, cette théorie-là, qu'au-delà de 2 degrés, le risque d'emballement était très important. Est-ce que ça existe toujours, ce risque d'emballement, et est-ce qu'il est pris en compte dans les courbes que vous avez données, surtout celles qui dépassent justement les 2 degrés? Oui, donc cet effet d'emballement, on devrait parler des effets d'emballement, parce qu'il y a toute une série d'éléments qui créent un emballement climatique, dont notamment, je crois que le plus répandu, c'est les émissions de méthane liées à la fonte du permafrost. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, tous les sols gelés dans l'Arctique, en fait, une fois qu'ils dégèlent, ils lâchent dans l'atmosphère du méthane, qui est un très fort gaz à effet de serre et qui permettrait justement un emballement. Bon, il y en a toute une série d'autres. Mais oui, ils sont pris en compte, mais par contre, ils sont très mal connus. Et donc, ils sont pris en compte dans quoi? Ils sont pris en compte dans l'incertitude. Ici, je ne vous l'ai pas montré parce que sinon, ça devient des graphiques beaucoup trop compliqués. Mais on voit qu'autour de chaque courbe, en réalité, il y a une courbe, une aire d'incertitude. Et cet effet d'emballement est pris dedans. Mais, comme il est très mal connu, il est probablement sous-évalué. Et notamment, l'effet d'emballement qu'on voit, alors je n'ai pas la figure ici, mais pour l'augmentation du niveau des mers, par exemple, l'effet d'emballement, on voit les différentes courbes d'augmentation du niveau des mers liées aux projections climatiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais l'effet d'emballement, donc l'incertitude, est genre 4 fois plus élevé que la courbe la plus élevée, par exemple. Et donc ça donne vraiment des incertitudes comme ça. Et quand je vous dis qu'on est dans un réchauffement plus rapide dans les observations que ce qu'on projette dans le futur, à mon sens, c'est une partie de cet emballement qui augmente justement le réchauffement climatique à l'heure actuelle. Donc voilà, on ne sait pas très bien le prendre en compte parce qu'on ne le connaît pas suffisamment pour l'insérer dans les modèles. Mais tous les effets d'emballement qu'on connaît, par contre, ils interviennent dedans, dans cette part d'incertitude. Je ne sais pas si vous me suivez. Sachant qu'on émet 40 gigatonnes par an, que le stock est de 32 000, 35 000 gigatonnes dans l'atmosphère, ça veut dire 1% par an en plus, on ajoute. Pour arriver à ce doublement de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il faudra un certain moment. Et surtout, le forçage radiatif du dioxyde de carbone, c'est une fonction logarithmique. Donc à chaque 40 gigatonnes, ça réchauffe un peu moins que les 40 gigatonnes précédents. Donc pour vous, ça peut monter jusqu'à combien ce réchauffement? Où est la saturation du dioxyde de carbone? Est-ce qu'on n'est pas déjà saturé à 400 ppm pour choper le rayonnement à 16 nanomètres? Non? Je pense que vous avez perdu tout le public là par contre. Oui, mais bon. J'en profite que vous êtes climatologue pour vous poser ces questions, parce que moi, c'est les vraies questions que moi je me pose. La saturation, elle arriverait... Si on peut voir la racine carrée juste après. Oui, voilà, c'est un truc comme ça. Non, mais pour répondre simplement, la saturation, elle arriverait autour de 1000 ppm. Et c'est ce qu'on a déjà connu dans le passé notamment. Mais avec 1000 ppm de CO2, parlez entre vous. Hein. Avec 1000 ppm de CO2, en réalité, on va atteindre des réchauffements de l'ordre de 10 degrés. Et à partir de ce moment-là, on arrêterait le réchauffement. Mais moi, je ne vous conseille pas d'aller jusque-là. Hein. Mais avant d'arriver à 1000 ppm, c'est dans plusieurs siècles. Avec tous les effets d'emballement dont je viens de parler juste avant, c'est peut-être pas forcément dans plusieurs siècles. Moi, je méfierais. En tout cas, j'aimerais pas jouer avec ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle jouer à l'apprenti sorcier. Non plus, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est peut-être dangereux. J'ai lu hier, je ne sais plus où, qu'une étude de l'université d'Utrecht, je pense, en tout cas aux Pays-Bas, annonçait, et ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas,
les problèmes aussi au niveau du Gulf Stream, ce qui pouvait entraîner chez nous une sorte d'air glaciaire à cause de la fonte des glaciers. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est vrai? Et voilà. Alors, c'est toujours une question assez compliquée. Donc, on va peut-être replacer le contexte. Le Gulf Stream, c'est déjà une erreur d'en parler ici en Europe. Pourquoi? Parce que le Gulf Stream, c'est un courant marin qui lèche vraiment toutes les côtes américaines jusqu'au Canada et qui se perd dans la mer de, je ne sais plus quoi, entre le Canada et le Groenland. Nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle la dérive nord-atlantique. C'est-à-dire, c'est une toute petite partie de ce Gulf Stream qui arrive et qui va venir lécher justement les côtes européennes et qui nous réchauffe un peu plus que, par exemple, à même latitude au niveau américain. Donc, on est, je crois que Madrid est au niveau de latitude de Montréal, je pense. Ben, on sait qu'il fait plus chaud à Madrid qu'à Montréal. Bon, il n'y a pas que ça qui explique qu'il fait plus chaud en Europe, mais en partie, c'est le cas. Dans le passé, il y a effectivement eu des phénomènes comme ça d'arrêt de cette dérive nord-atlantique, comme par exemple au dernier maximum glaciaire, il y avait une calotte polaire qui recouvrait tout le nord des États-Unis et du Canada. Elle a commencé à fondre avec le réchauffement naturel à l'époque. C'est d'ailleurs de là que sont venus les grands lacs du nord des États-Unis. Et il y a eu un bouchon à un moment donné où l'eau douce de fonte des glaciers était bloquée et n'arrivait plus à l'océan. Ça a accumulé toute une série d'eau en amont, et puis à un moment donné, ce bouchon a rompu. Mais il a rompu sur quelques années. Et donc toute l'eau douce est partie vraiment dans le nord de l'océan Atlantique, et là, ça a complètement arrêté la dérive nord-atlantique. Donc l'eau chaude des Caraïbes, en partie, n'arrivait plus en Europe. Et là, on a eu une reglaciation de l'Europe. Donc ça, c'est arrivé. Mais pour pouvoir arriver à cet effet-là, ben, il a fallu que ce barrage lâche en une fois et lâche d'énormes quantités d'eau en quelques années seulement dans l'océan Atlantique. Ici, on n'est pas du tout dans la même configuration. Ici, on a dans la configuration d'un Groenland qui fond et qui envoie progressivement de l'eau douce dans le nord de l'océan Atlantique. Alors effectivement, si on revient avec la première question, s'il y a un emballement et que le Groenland fond de plus en plus vite, on va avoir probablement un ralentissement de la dérive nord-atlantique, mais pas un arrêt. Et donc on ne va pas réobtenir une glaciation ici en Europe. Mais un ralentissement, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu ce qu'on voit non pas dans l'océan, mais dans l'atmosphère. Donc la comparaison de cette dérive nord-atlantique dans l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle le jet stream. Et le jet stream, en fait, c'est un courant très rapide qui passe, alors, pour faire simple, des États-Unis jusqu'à l'Europe aussi, et qui draine vraiment toutes les masses d'air en très haute altitude. Et bien, ce jet stream est déjà en train de s'affaiblir à l'heure actuelle, pour d'autres raisons, parce qu'il n'est pas indépendant des eaux douces, par exemple, mais il est déjà en train de s'affaiblir et d'onduler. Et ça, c'est lié au réchauffement climatique. Mais par contre, ça ne nous apporte pas des glaciations, ça nous apporte soit des arrivées d'air avec beaucoup de neige en une fois, soit des canicules en été, ou des vagues de chaud comme on a pu avoir genre hier, mais plus sur des vagues de chaud en hiver, mais plus sur la longueur, quoi. Pas un seul jour comme ça isolé, mais si on a vraiment un anticyclone qui se bloque comme ça en hiver en Belgique, ben c'est en partie lié à ça. Mais ça, c'est plus un phénomène atmosphérique et pas océanique, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. Okay. Il y avait encore des questions ici, puis on avait dit là. Puis je regarde aussi le filet. Peut-être après ces questions-là, en fonction du temps, on clôturera tout doucement, tout en sachant qu'après il y a un verre offert, donc vous aurez peut-être encore l'occasion de poser une autre question. Voilà. Oui, j'ai entendu aussi parler de l'inertie des systèmes. Donc c'est vrai qu'on a déjà perdu 30 ans, mais bon, voilà. Même si on s'y prend maintenant, on est parti quand même pour avoir des changements assez importants. Et cet emballement, je suppose qu'il dépend aussi de l'inertie des systèmes climatiques. Il y aurait un autre point aussi qui m'a beaucoup tracassé, ce sont les océans.
qui sont des grands capteurs de CO2, ils s'acidifient, ils se réchauffent, et ils jouent beaucoup moins aussi le rôle de capteurs de CO2 qu'auparavant. Ouais. Et ça cause beaucoup aussi de problèmes de biodiversité, notamment au niveau de la barrière de corail. J'ai vu un très beau document où vraiment on essaie de la restaurer, mais c'est vraiment quelque chose de vital pour notamment protéger l'Australie. Donc là, il y a vraiment au-devant de graves problèmes et qui ont finalement un effet domino. Oui, et c'est lié à votre première question de l'inertie en réalité. Parce que pour le moment, les océans absorbent pratiquement la moitié des émissions émises. Et donc limite de moitié l'effet de serre additionnel et donc limite de moitié le réchauffement climatique parce qu'ils absorbent une grosse partie. Mais effectivement, plus un océan est chaud, moins il absorbe de CO2. Et donc, de nouveau, c'est bien d'avoir posé cette première question d'emballement. On a justement un emballement de la réaction de l'océan. Et l'inertie, en fait, je vous l'ai montré ici, je ne l'ai pas évoqué l'inertie en tant que telle, mais on la voit ici. Si on diminuait nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2020, on aurait été sur les 2 courbes bleues. Mais on voit quand même que, même en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre, le climat continue de se réchauffer parce qu'il y a une inertie du système qui est liée notamment au temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc le CO2 va rester typiquement une centaine d'années dans l'atmosphère. Donc le temps qui s'élimine naturellement, eh bien, on a quand même un réchauffement climatique qui se marque. Le méthane, il va rester 25 ans dans l'atmosphère. Et certains gaz fluorés, par exemple, vont rester 5000 ans dans l'atmosphère. Bon, ils sont en moindre quantité que le CO2, évidemment, mais on a quand même une inertie du système atmosphérique et climatique. Pour répondre à monsieur, derrière là, déjà un des effets, c'est l'effet El Niño qui arrive, et qui va nous arriver apparemment de plein fouet. Vous voyez de quoi je parle ? Oui, oui. Heureusement. Oui. Et ensuite, pour répondre à madame, il y a le beluga des mers qui est un signe. Le quoi ? Le beluga, c'est le canari des mers. Ah. C'est le poisson blanc là, qui ressemble à un dauphin, et qui annonce que l'acidité des mers les fait périr. Et le canari des mers, on l'entend bien par là, c'est un signe qui annonce quand même un problème dans l'acidité des mers. Et pour répondre à votre question, il y a une écluse ici à Charleroi qui produit de l'électricité pour 400 ménages. Voilà. Voilà. Oui. Mais El Niño, par contre, ne fait pas du tout partie du réchauffement climatique. Il faut faire attention à ça. C'est un phénomène naturel qu'on ne comprend pas encore très bien, mais il existait sans réchauffement climatique. Et son rôle ici dans le réchauffement climatique, en réalité, c'est qu'il nous fait passer des seuils. Et cette année-ci, il est en train de s'atténuer. Hein. Le maximum d'El Niño cette année-ci, en fait, c'était autour de décembre, janvier. Maintenant, on est en train de quitter cette... Janvier était déjà un demi-degré au-dessus, et apparemment, février, ça commence... En tout cas, c'est un phénomène océanique, et dans l'océan, on voit qu'il commence à diminuer. Maintenant, il y a effectivement, on en reparle, une inertie de l'atmosphère qui fait peut-être que l'atmosphère, effectivement, se réchauffe, mais au niveau océanique, il est en train de diminuer. Et c'est un phénomène qui se produit en gros tous les 11 ans, plus ou moins. Et en fait, au niveau climatique, il nous fait passer des seuils. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais il y a... Hop. Moi, c'est peut-être ici qu'on le voit le mieux. Sur la courbe noire, on voit qu'il y a un seuil ici, par exemple. Puis il y a un seuil ici. Puis de nouveau un seuil... Ah oui, pardon, merde. Voilà. Là, vous voyez des différents seuils. C'est probablement lié à El Niño. Et on estime plutôt que au prochain El Niño, c'est là qu'on va dépasser le seuil de 1,5 degré, voire 2 degrés. On va voir comment ça va évoluer entre-temps, mais voilà, c'est juste, on va dire, un booster du réchauffement climatique, mais ce n'est pas lui qui règle C'est pas un effet du réchauffement climatique. Hein. C'est pas par la fonte des glaces, Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une inversion. Alors, c'est très mal connu, par contre, mais ce n'est pas du tout lié au réchauffement climatique. Il existait bien avant le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, le réchauffement... Mais ça accentue les températures mondiales, oui. Voilà. Moi, j'aimerais changer très légèrement de sujet. Les dômes de chaleur et les fameuses zones létales dans lesquelles on combine chaleur et humidité, rendant des parties de la Terre, notamment une partie d'Afrique du Sud, de l'Inde ou autre, invivable, avec comme conséquence
éventuellement des déplacements encore plus importants de population. Pourriez en dire 2 mots? Vous avez tout dit. C'est que le réchauffement climatique va justement rendre certaines zones... Alors, il ne faut pas confondre dôme de chaleur peut-être, parce que, bon, les dômes de chaleur, c'est vraiment ce qu'on a ici en été quand on a une grosse canicule. On a un dôme de chaleur, c'est-à-dire de l'air très chaud en surface et de l'air très chaud en altitude. Tout ça bloque le système et donc ça reste comme ça en place pendant une semaine et on a typiquement une canicule ici en Belgique. Et donc c'est un système qui s'auto-entretient et donc qui reste en place. Au sein de ce dôme de chaleur, on peut avoir effectivement une augmentation de l'humidité. Et donc tout le monde le sait ici, quand on a chaud et qu'il y a un fort taux d'humidité, on vit très mal cette situation, parce qu'on a du mal à avoir notre corps qui transpire, la transpiration ne fonctionne pas, donc l'eau ne s'évapore pas et donc ne refroidit pas notre corps, et donc là, effectivement, ça devient létal. Et c'est pour ça que pendant les canicules, on enregistre des pics, un peu comme les pics de Covid, des pics de décès en Belgique et ailleurs en Europe. Mais il ne faut pas confondre ces dômes de chaleur avec les climats, par exemple, tropicaux à l'heure actuelle, qui sont déjà chauds et humides. Donc déjà pour nous, je veux dire, Européens, quand on va dans ces pays-là, on a vraiment du mal à vivre. Mais il ne faut pas croire, c'est aussi le cas pour les personnes locales. Mais avec ce réchauffement climatique, on augmente la part de réchauffement. Donc au lieu d'avoir des températures de 25 degrés et de 95% d'humidité, on va avoir des valeurs de 28 degrés, 29 degrés et de 100% d'humidité. Mais là, on ne sait plus vivre. C'est beaucoup trop chaud et beaucoup trop humide, on ne sait pas transpirer et ça devient vraiment mortel. Et ça, effectivement, ce réchauffement climatique, il va faire, quand on prend toute la bande équatoriale, ces conditions de très forte chaleur et de forte humidité vont effectivement augmenter forcément l'immigration, parce qu'on ne pourra plus y vivre. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez que j'aille où. On a encore 5 minutes, on peut encore prendre une question? J'ai une question, ouais. Une question liée au contenu. Quand vous aviez parlé de causes naturelles, oui, vous avez évoqué justement l'activité solaire, ainsi que le volcan, mais aussi du cycle de Milankovic, je pense. Oui. C'est qui ce monsieur? Enfin. Ce monsieur est un savant serbe, un astronome, qui a découvert justement ces différents cycles astronomiques de la Terre. Mais peut-être que vous voulez que je vous explique ce que c'est ces cycles astronomiques. Donc ils sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'obliquité de la Terre qui va varier, donc c'est-à-dire que la Terre elle est penchée de 23 degrés 27 minutes sur l'axe de l'orbite, et l'orbite des fois, enfin l'obliquité va se redresser. Donc la Terre va se redresser sur son orbite et va s'abaisser. Donc ça va avoir une influence notamment sur la quantité de rayonnement reçu en hiver ou en été, par exemple. Puis alors, il y a la précession des équinoxes. Alors ça veut dire que l'orbite de la Terre, en fait, vous voyez la Terre qui est ici, elle a son orbite comme ça, et de temps en temps, elle va varier un peu comme ça, comme une toupie. Et donc là, ça va changer la position des saisons dans l'année. Et alors, le troisième paramètre, c'est l'excentricité de l'orbite terrestre. Donc des fois, l'orbite terrestre est plus circulaire et des fois, elle est plus elliptique. Donc ça veut dire que le Soleil occupe un des foyers de l'ellipse. Donc dans une ellipse, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de géométrie, mais il y a 2 foyers. Mais le Soleil occupe un des 2 foyers et la Terre, des fois, est plus loin du Soleil ou des fois plus proche du Soleil. Et donc quand on combine vraiment tous ces cycles que Sergueï Milankovic a découvert, eh bien, on voit qu'il y a une grosse part du réchauffement naturel qui est expliquée. Encore une toute dernière question. Voilà, monsieur, dans votre exposé, vous avez parlé des changements au niveau de la Terre et de l'influence que ça aurait sur notre vie, notre inconfort, peut-être même notre mortalité. Mais vous n'avez pas parlé de ce qui allait arriver à notre faune et à notre flore. Avec cette augmentation galopante, les animaux n'ont plus le temps, comme avant, de s'adapter progressivement. Qu'est-ce qu'il va nous rester ? Et par rapport à nous, bêtement dans nos jardins,
Avez-vous des conseils, par exemple, des plantations anticipées, des choses à ne plus mettre, des choses à placer dans nos jardins, justement pour, à notre échelle, garder de l'ombre, de l'humidité, la purification de l'air et peut-être aussi des abris pour notre faune locale? Alors je suis au regret de vous dire que je ne vous ai pas parlé de plein de choses. Mais par contre, je suis beaucoup moins spécialiste. Je suis climatologue, donc moi, mon sujet d'étude, c'est vraiment le climat. Mais par contre, vous avez la chance que vous avez devant vous un climatologue appliqué. C'est-à-dire que j'ai toujours appliqué la climatologie à quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, ici, j'applique cette science de la climatologie à la vigne, en Belgique. Et donc, je regarde quelles vont être les évolutions du climat en Belgique et quel est l'impact de cette évolution climatique sur la vigne. Et donc on voit, et si on veut parler par exemple de la modification de la flore, eh bien on voit que, je ne sais pas si vous êtes connaisseur en vin, mais que les cépages actuels en Belgique produisent de mieux en mieux, mais le réchauffement climatique est tel que d'ici 2050, on va devoir avoir des cépages plutôt bourguignons, et d'ici 2100, c'est plutôt des cépages du Languedoc qu'il faudra aller chercher. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence qu'il y a entre toutes ces cultures-là. Ça veut dire que dans le Languedoc, ce sera plus possible de cultiver de la vigne, par exemple. Donc voilà un des changements qui peut intervenir, mais ça c'est un changement lié à une pratique de l'homme, de l'agriculture. Mais il y a aussi des changements au niveau... Je m'occupe beaucoup plus de la flore que de la faune. La faune, elle est beaucoup plus compliquée à étudier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le réchauffement climatique qui agit sur la faune. C'est notamment la quantité de nourriture, la quantité de prédateurs. Et donc, c'est tellement multifactoriel que c'est difficile. Bien sûr, mais je veux dire, c'est un des facteurs qui influence. C'est pas tout. Et donc, c'est très compliqué d'étudier ça. Donc, je laisse ça aux biologistes et vous reposerez la question à un biologiste. Mais par contre, pour la flore, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'elle réagit vraiment aux conditions extérieures. Et là, le climat joue un rôle beaucoup plus important. Et on le voit notamment au niveau des forêts. Le hêtre en Belgique est en train de disparaître. Il recule vers la Finlande, vers les pays nordiques, par exemple. Donc ça, on le constate déjà à l'heure actuelle. Les sapins, les épicéas qu'on a plantés, notamment liés à la monoculture, mais quand bien même, c'est aussi le réchauffement climatique qui favorise justement les bestioles qui viennent attaquer ces arbres-là, en réalité, donc les scolites, bien on voit que cet arbre-là ne pourra plus vivre dans un climat plus chaud. Et donc on voit comme ça toute une série de modifications, que ce soit tant sur les cépages ou sur les forêts, ben ça on les voit évoluer. Or, on a des hivers tellement mouillés, ouais. On essaye d'avoir la flore la plus résiliente possible, c'est-à-dire qui résiste le mieux à ces augmentations de température. Et ça, je trouve que je travaille notamment avec eux, les forestiers wallons en sont super conscients. Et donc maintenant, la gestion des forêts en Wallonie est en train de changer, mais radicalement. Et donc je pense que là, en tout cas, il y a des gens de terrain qui ont bien pris conscience qu'il y avait ce réchauffement climatique qui agissait ici en Wallonie. Et donc, ils réfléchissent complètement différemment, dans une toute autre logique. Et peut-être je vais prendre un exemple que j'ai appris récemment, c'est qu'avant, quand on avait une population d'arbres qui était mature, on coupait tout et on replantait partout. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Ils coupent un rang sur deux, par exemple, pour laisser un grand arbre et un petit arbre. Où ils coupent 2 rangs sur 3 et ils laissent des buissons justement pour favoriser la repousse naturelle. Et quand un arbre repousse naturellement, il est lui-même beaucoup plus résilient par rapport aux conditions extérieures et donc au réchauffement climatique. Et donc ça, les gens de terrain comme ça en sont beaucoup plus conscients et des solutions sont prises à ce niveau-là. Et alors pour votre potager, moi, j'ai jardin si vous voulez, mais potager ça marche aussi. Pour moi, le problème en Belgique des jardins et potagers, c'est le manque d'eau durant l'été. Alors on n'a pas des nappes phréatiques qui sont pour le moment critiques. On a toujours suffisamment d'eau.
Mais par contre, ces pénuries d'eau dans les nappes phréatiques est en train de remonter. Pour le moment, elle est à moitié de la France. La moitié sud de la France est en pénurie d'eau systématiquement chaque année. Mais cette limite est en train de remonter vers le nord et à un moment donné, on sera concerné. Donc, de quoi? Non, mais bon, si vous en êtes conscient, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être vous proposer de continuer cet échange, parce que là, ça devient... oui, bien sûr, une fois que ce sera terminé, de continuer cet échange de façon plus informelle, parce que là, ça devient un petit peu un dialogue entre vous deux. Je termine juste sur le jardin. Terminer non, le potager, enfin non, je ne sais plus. Sur le jardin et le potager, c'est justement comme le manque d'eau en été est le plus criant ici en Belgique, c'est de couvrir nos sols. Et donc de rentrer dans une espèce de permaculture justement pour éviter le maximum l'évaporation de l'eau dans nos jardins et potagers. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.